Bonjour et bienvenue à tous. Je me nomme Alexandra Audet et, en tant que coprésidente fédérale du groupe de travail suivi de l'État du Saint-Laurent, j'ai le plaisir de vous accueillir au lancement de l'édition 2021 du Rendez-vous Saint-Laurent. L'organisation de cet événement est une collaboration entre trois organisations, soit le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, Environnement et Changement climatique Canada et Stratégie Saint-Laurent. Je tiens à remercier chaleureusement l'équipe du comité d'organisation. Permettez-moi de nommer les 8 personnes. Il y a Caroline Anderson, Nathalie Gratton, Frédéric de Beaumont, Sophie Desgagnés-Laflamme, Marie-Ève Després, Stéphanie Defoy-Robitaille, Clément Falardeau et Marianne Métivier. Alors, toute la semaine, vous verrez défiler des conférenciers, ici des milieux gouvernementaux et non gouvernementaux, qui œuvrent sur le Saint-Laurent. Plusieurs présentations toucheront les indicateurs suivis dans le cadre du programme suivi de l'État du Saint-Laurent. Et d'autres porteront sur des initiatives en cours à l'égard de la protection du Saint-Laurent. Aujourd'hui spécifiquement, on lance cette série de webinaires avec 4 présentations ayant pour thème « Portrait global de l'État du Saint-Laurent 2019 et grands enjeux ». Il y aura une période de questions après les 2 premières présentations, puis après les 2 dernières présentations. On répondra aux questions durant la période de questions, mais vous pouvez saisir vos questions en tout temps dans l'onglet de questions-réponses. S'il vous plaît, indiquez le nom du conférencier auquel la question s'adresse. Les questions d'ordre général vont être priorisées par rapport aux questions plus techniques et il est possible que nous ne puissions soumettre l'ensemble de vos interrogations au conférencier pendant l'événement en direct. Le cas échéant, vos questions seront transmises aux experts des dossiers qui communiqueront avec vous par la suite s'il y a lieu. Alors, je vous souhaite un bon rendez-vous 2021 et vous invite à écouter cette première conférence de Nadine Kadri d'Environnement et Changement climatique Canada qui fera un survol des résultats présentés dans le Portrait global du Saint-Laurent 2019, publié en décembre dernier. Alors, je te laisse la parole, Nadine. Merci, Madame Audet, et merci à tous de nous faire l'honneur d'assister et de participer à cet événement. J'ai eu le privilège de rédiger la 4e édition du Portrait global sur l'État du Saint-Laurent en collaboration et en concertation avec mes collègues provinciaux et fédéraux. Et j'avoue que c'était une collaboration agréable et surtout fructifiante pour la qualité, pour le Saint-Laurent. Donc, dans cette présentation intitulée « Le Saint-Laurent s'améliore, doit-on être enthousiaste ou prudent ?» Je vais commencer par présenter la structure du portrait global 2019. Après, je vais exposer l'état global du Saint-Laurent, bien sûr en déterminant l'état de chaque indicateur. Je vais aussi faire une comparaison avec les versions précédentes du portrait global pour pouvoir répondre à cette question, est-ce que réellement la qualité du Saint-Laurent s'améliore? Je vais brièvement parler des enjeux et perspectives à travers les 4 éditions et je terminerai ma présentation avec une conclusion. Donc, cette édition est une suite des 3 autres éditions, 2003, 2008, 2014. Malgré les quelques changements dans la forme du document et des résultats, nous avons gardé la même méthode de présentation et d'interprétation des données produites par les experts provinciaux et fédéraux afin de pouvoir établir une comparaison scientifiquement valide entre les États à travers les 4 éditions et pouvoir dire est-ce que réellement il y a une amélioration ou détérioration. Donc, le portrait global est divisé en 3 chapitres. Alors, dans le premier chapitre, nous avons décrit le paysage du Saint-Laurent pour aboutir à son importance sociale, économique, écologique, et pour le Québec et pour le Canada. Puis, nous avons expliqué le programme de suivi et la méthodologie utilisée pour statuer sur l'état du Saint-Laurent pour aider le lecteur à mieux comprendre les résultats diffusés. Le deuxième chapitre
statue sur l'état global du Saint-Laurent, bien sûr, à travers l'état des indicateurs du programme de suivi. Nous avons estimé plus judicieux de séparer l'eau douce de l'eau marine, puisque les propriétés physiques changent d'amont en aval différemment. Et ils sont bien sûr concernés par des indicateurs en relation avec leurs caractéristiques hydrologiques et écologiques. Alors, le corridor fluvial et estuaire, la qualité du corridor fluvial et estuaire moyen a été suivie à travers 11 indicateurs de nos experts, 5 de nos experts fédéraux et 6 de nos experts provinciaux. Et ça a concerné les 4 composants de l'écosystème du fleuve, à savoir l'eau, les ressources biologiques, les sédiments, les rives et usages. L'estuaire maritime et le golfe, la qualité de l'estuaire maritime et le golfe est concernée par 10 indicateurs suivis par des experts fédéraux portant sur l'eau, les ressources biologiques. Le dernier chapitre du portrait global concernait les enjeux et perspectives. Donc, 3 enjeux ont été détaillés, 2 de nos collègues fédéraux et 1 de notre collègue provincial. Donc, comme je disais, la répartition des indicateurs était de cette façon-là. Pour le corridor fluvial et estuaire moyen, on a des indicateurs sur les ressources biologiques, indicateurs sur les rives et usages, les sédiments et des indicateurs sur l'eau. Pour l'estuaire maritime et golfe, on a surtout les ressources biologiques et des indicateurs concernant l'eau. Alors, pour cela, tout cela n'a été fait que grâce aux efforts de tous nos collaborateurs, nos collègues provinciaux, du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques et du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Et aussi grâce à nos collègues fédéraux de Environnement et Changement climatique Canada et Pêche et Océans. Alors, pour statuer sur l'état global du Saint-Laurent, les experts ont catégorisé chaque indicateur sur la base des données de suivi de l'eau de leur programme entre 2013 et 2017. Donc, on a 5 catégories, un état bon, un état intermédiaire bon, un état intermédiaire mauvais et un état mauvais. Et le résultat était le suivant. Donc, pour l'état, nous avons constaté qu'on a un indicateur bon, une dizaine d'indicateurs intermédiaires bons, des indicateurs aussi intermédiaires, un seul qui est catégorisé intermédiaire mauvais et un seul qui était catégorisé mauvais. Donc, pour statuer sur l'état, on a aussi parlé de l'évolution de cet état à travers le temps. Et ce qu'on a appelé une tendance, mais réellement, c'est une comparaison entre l'état qui était en 2014 et l'état qui est en 2019. De toute façon, ma collègue Caroline Anderson va vous expliquer encore mieux cette tendance. Alors, si on prend les 14 indicateurs qui sont en commun entre le portrait global 2014 et le portrait global 2019, nous allons remarquer que 5 indicateurs se sont améliorés, passant même de cas intermédiaires à un état bon ou d'un état intermédiaire mauvais jusqu'à un état bon. On a 9 indicateurs qui sont restés stables. Pour les autres indicateurs qui n'ont pas le même intervalle de suivi qu'en 2014, nous avons 4 indicateurs sont restés stables, un indicateur s'est amélioré et un indicateur s'est détériorisé. Alors, pour mieux comprendre ces changements, on a établi ces graphes-là et on a constaté que presque la moitié des indicateurs ont un état intermédiaire bon pour l'édition 2019. 38% ont un état intermédiaire et les 3 autres catégories ont pratiquement le même pourcentage. C'est ce qui nous a permis de statuer sur l'état global du Saint-Laurent durant cette période d'intermédiaire bon. Ça, c'est pour tout le Saint-Laurent. Pour les 2 secteurs qu'on a séparés, qu'on a étudiés séparément, le scénario est pratiquement le même. La majorité des indicateurs ont un état intermédiaire bon, suivi d'un état intermédiaire.
La petite différence qui existe, c'est que dans l'estuaire maritime et golfe, on a un intermédiaire mauvais, ce qui n'existe pas dans le corridor fluvial et estuaire. Et dans ce secteur, on a un indicateur intermédiaire mauvais, mais aussi un indicateur bon, ce qui n'existe pas dans l'estuaire maritime et le golfe. Alors, ces améliorations, qu'est-ce qu'elles ont touché? Évidemment, je ne vais pas détailler ces indicateurs-là parce que mes collègues, les experts, sont les mieux placés pour expliquer ces indicateurs. Moi, je vais faire juste une macro-évaluation. Donc, les améliorations ont touché les ressources biologiques. Alors, les phytoplanctons ont eu une meilleure situation. Les zooplanctons s'améliorent légèrement. Les communautés de poissons ont enregistré des signes encourageants de rétablissement, surtout pour le bar rayé. Les oiseaux marins ont eu un état stable de façon générale, mais il y a eu beaucoup d'améliorations pour certaines espèces. Le fou de bassin a eu un succès de reproduction passant de 8 à 50%. Le grand héron, pour certaines régions, a enregistré une baisse importante de la majorité des contaminants. Et les macro-invertébrés benthiques, malgré leur état stable, avaient une nette amélioration dans le lac Saint-François. Ces améliorations ont touché aussi l'eau douce. Et bien évidemment, ça a eu une corrélation directe avec les ressources biologiques. Alors, on a eu une diminution importante des métaux lourds et une diminution de certains nutriments durant la période 2013-2017 qui a fait l'objet de l'édition 2019. Les états stables et les détériorations ont concerné aussi quelques indicateurs, pas autant. Par exemple, l'occupation des sols avait un état stable, mais certains indices sont préoccupants. Les eaux coquilières aussi avaient un état stable, mais plus de 50% des sites évalués sont interdits à la cueillette. Les espèces envahissantes aussi avaient un état stable, mais demeurent préoccupants. Malheureusement, la population du beluga, le déclin de la population du beluga se poursuit et les processus océanographiques tendent à régresser. On a fait après une comparaison de cette version avec les versions précédentes du portrait global. Comme je l'ai dit, pour pouvoir dire est-ce que réellement il y a eu une amélioration de l'état, de la qualité du Saint-Laurent. Mais puisqu'il y a certains indicateurs qui n'ont pas fait l'objet de suivi en 2019, alors qu'ils existaient dans les éditions passées, en 2003, 2008, 2014, comme par exemple milieu humide, débit et niveau d'eau, etc. Donc, nous n'avons, dans notre comparaison, nous n'avons pris que les 11 indicateurs en commun aux 4 éditions du portrait global. Et voilà ce que nous avons constaté. Alors, par exemple, le bar rayé, qui était en 2003 dans un état vraiment mauvais, s'est nettement amélioré en 2008 et a continué à s'améliorer en 2014 et puis en 2019, bien sûr, grâce aux efforts du gouvernement du Québec dans l'introduction du bar rayé. Aussi, la qualité, la pollution de l'eau par les toxines. Donc, en 2003, était en un état intermédiaire bon. Ça s'est détérioré en 2008 et en 2014, mais on a enregistré une nette amélioration en 2019, passant d'un état intermédiaire à un état bon. Ça veut dire une vraie réduction de la concentration des métaux. Les oiseaux marins ont gardé le même état intermédiaire durant les 4 éditions, malgré, comme je l'ai dit, il y a quelques espèces qui ont vraiment enregistré une amélioration. Le fou de bassin qui était en état bon en 2003-2008 a vraiment régressé, s'est vraiment détérioré en 2014 et il s'est rattrapé en 2019, il s'est amélioré, passant d'intermédiaire mauvais à intermédiaire, un état intermédiaire. Le beluga, qui pose toujours problème, sa population s'est améliorée en 2008, mais ça s'est beaucoup détérioré en 2014 et son déclin se poursuit en 2019. Aussi, les processus océanographiques qui étaient intermédiaires bons se sont détériorés en 2014 et en 2019. Alors, ces graphes nous permettent de encore mieux comprendre ces changements. Ici, on a le pourcentage de toutes les catégories à travers les 4 éditions. Plus d'un tiers des indicateurs étaient intermédiaires bons, 41% étaient intermédiaires,
L'État mauvais et l'État bon avaient le même pourcentage, dépassé légèrement avec l'État intermédiaire, intermédiaire mauvais. Pardon. Si on décortique ces chiffres-là par édition du portrait global, on voit réellement qu'en 2019, c'est l'État intermédiaire bon qui prend le dessus. La majorité des indicateurs sont intermédiaires bons et on n'a pas d'indicateur intermédiaire mauvais par rapport aux autres éditions. Sachant bien sûr que cette comparaison concerne uniquement les 11 indicateurs en commun aux 4 éditions. On voulait encore pousser cette compréhension, donner des chiffres à cette amélioration pour mieux la comprendre. On a coté nos catégories. On considère que l'intermédiaire, c'est l'État intermédiaire, c'est le neutre. On lui a donné une cote de 0. Plus ça s'améliore, on ajoute un 1. Plus ça se détériore, on soustrait un 1. Et après, on a donné des cotes à chaque indicateur en commun aux 4 éditions et on se trouve avec les totaux suivants. En 2003, on a eu un total de plus 2, une très nette amélioration en 2008 avec un total de plus 4. En 2014, c'est l'état le plus détérioré, on est descendu à plus 1. Et en 2019, il y a eu vraiment une amélioration et la cote de 2019 est de 5. On s'est dit peut-être que les autres indicateurs qui ne sont pas en commun vont tirer vers le bas la cote 2019. Eh bien non, on a aussi donné des cotes aux indicateurs propres à 2019 et on s'est trouvé avec un total positif de plus 3. Et donc, c'est ce qui nous a permis de dire réellement que la qualité du Saint-Laurent s'est améliorée. On passe aux enjeux et perspectives. En fait, je ne vais pas beaucoup m'attarder parce que mes collègues vont mieux expliquer ces enjeux, surtout ceux de 2019. Sachant seulement qu'en 2019, on s'est vraiment penché sur les enjeux les plus délicats, les plus sérieux, auxquels fait face la qualité du Saint-Laurent, à savoir les apports excessifs d'éléments nutritifs, puisque c'est eux qui conditionnent la qualité de l'eau et donc la qualité des habitats et des ressources biologiques. On a aussi traité l'acidification des océans et leurs impacts sur les conséquences sur les écosystèmes. Et enfin, l'autre enjeu, c'est l'impact des changements climatiques sur les tributaires québécois du fleuve. Bon, je ne vais pas trop tarder, je vais juste conclure ma participation là pour dire que la qualité du Saint-Laurent s'est bien améliorée par rapport aux années précédentes pour toutes les composantes de l'écosystème du fleuve. Mais il reste toujours un mais, il y a beaucoup à faire puisque certains enjeux sont toujours là, comme la prolifération des espèces envahissantes qui va bien sûr affecter la diversité biologique de l'écosystème du Saint-Laurent et le déclin de la population du beluga. On a aussi un autre problème qui est la pollution diffuse par les nutriments, notamment par le phosphore, qui risque d'accélérer la détérioration de la qualité des eaux et des habitats. Et enfin, bien sûr, les changements climatiques affectent de façon directe ou indirecte la qualité du Saint-Laurent. Sur ce, je vous remercie pour votre attention. Merci, Madame Kadri. Nous poursuivrons maintenant avec Madame Caroline Anderson du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, qui discutera des défis auxquels le programme du suivi de l'État du Saint-Laurent fait face. Caroline, c'est à ton tour. Oui, donc merci Alexandra. Bonjour à tous, merci d'être présents. Alors moi aujourd'hui, je vais vous présenter ce qu'est le programme suivi. Attendez, mon clicker fait défaut. C'est ce qu'est le programme suivi de l'État du Saint-Laurent. Alors, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais démarrer par un bref survol de ce qu'est le programme, puis après ça, on va parler plus longuement de 3 défis auxquels on fait face et qui ont trait au temps qui défile. Et à la fin de tout cela, on va vous sonder pour avoir votre opinion sur les différents produits liés au programme. Donc, tout d'abord, le programme suivi d'État du Saint-Laurent, il a été lancé en 2003. C'est lors de cette même année qu'on a lancé le tout premier portrait global du Saint-Laurent. Et l'objectif du programme, c'est de mettre en commun l'expertise des membres appartenant au gouvernement fédéral et provincial, mais aussi des organismes non gouvernementaux qui œuvrent sur le Saint-Laurent.
Et c'est le groupe de travail suivi de l'État du Saint-Laurent qui chapeaute le programme de suivi de l'État du Saint-Laurent, dont l'objectif principal, c'est de rendre compte de l'état et de l'évolution temporelle de notre fleuve. Et ça, on fait ça en utilisant 3 moyens. Tout d'abord, vous venez de l'entendre, le portrait global du Saint-Laurent, c'est une belle plateforme pour présenter l'ensemble de nos produits et des résultats liés à nos suivis. Ensuite, on a également des fiches d'information. Ces fiches-là, elles sont réalisées pour chaque indicateur qui appartient au programme. Elles sont publiées plus ou moins aux 5 ans selon l'indicateur. Puis ensuite, on a les rendez-vous Saint-Laurent. C'est ce qu'on vit cette semaine. C'est encore une fois là, une belle plateforme, une belle tribune pour partager entre gens qui œuvrent sur le Saint-Laurent les résultats des différents suivis. Alors, ceci étant dit, dans le cadre de notre programme, on fait face à de nombreux défis. Et la plupart d'entre eux, les défis récents ont lien avec le temps qui passe, d'où le thème des défis liés au temps. Et le premier défi, c'est la représentation des tendances temporelles dans nos produits. Lors des rendez-vous antérieurs, en 2013 et en 2016, vous êtes plusieurs à nous avoir fait part de 2 besoins. Premièrement, le besoin de synthétiser l'information pour mieux soutenir la prise de décision, mais aussi d'avoir de l'information vulgarisée pour le citoyen. D'autre part, vous êtes plusieurs du même souffle à nous avoir fait part du besoin d'avoir des résultats plus détaillés. C'était soit des chercheurs universitaires, d'autres collègues chercheurs gouvernementaux ou des citoyens avertis qui souhaitaient avoir plus de chair autour de l'os. Alors, qu'est-ce qu'on a fait pour concilier ces besoins-là? Tout d'abord, pour le volet de synthèse d'informations au niveau de l'État, on a élaboré des pictogrammes qu'on s'est mis à utiliser pour chacun des indicateurs du programme. Et ces pictogrammes-là étaient assortis d'un code de couleur, comme vous l'avez vu dans la présentation de Mme Kadri il y a quelques instants. Rouge pour désigner que l'État est mauvais, jusqu'à vert pour désigner que l'État est bon. Ça, c'est ce qu'on a fait pour l'État. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est les tendances. Alors, pour les tendances, le choix a été fait d'effectuer une comparaison des États d'un portrait à l'autre, donc une tendance qui allait être sur environ 5 ans, dépendamment du moment de publication du portrait. Pour vous donner un exemple, parce qu'une image vaut 1000 mots, j'ai tiré cette figure du portrait global 2014 et on va prendre l'exemple du fou de bassin où en 2008, vous voyez que l'état du fou de bassin était bon et en 2014, il chutait à un état intermédiaire mauvais. Donc, la façon de déterminer la tendance en 2014, c'était de dire qu'il y avait une détérioration par rapport au portrait global 2008. Donc, c'est la façon qu'on a choisi de fonctionner. Pour le volet de détail, le besoin d'avoir de l'information détaillée, à partir du portrait global 2014, on a aussi, ce qu'on s'est mis à faire, c'est de présenter l'information un indicateur à la fois. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les portraits globaux 2003 et 2008, on regroupait les indicateurs, on amalgamait les indicateurs sous de grands thèmes. Alors qu'à partir de 2014, on a des sections indicateur par indicateur, ce qui permet aux besoins d'aller dans plus de détails pour un indicateur donné. Comme vous le voyez dans les cas de figure ici, c'est 2 cas où, pour les tendances, on a donné de l'information qui pouvait s'étaler sur plusieurs décennies. Bref, on était au-delà de la comparaison de 5 ans à 5 ans. Comment ça se traduit dans le portrait global 2019? Encore une fois, vous l'avez vu dans la présentation de ma collègue, Mme Kadri, il y a quelques instants. Pour le volet représentation synthétique, on a fait, dans la partie introductive, il y a 2 façons en fait qu'on a représenté les tendances de façon synthétique. Dans la partie introductive, il y a cette figure-là que vous allez retrouver où il y a des flèches et un symbole égal pour déterminer la tendance, si elle est à l'amélioration, la détérioration ou la stabilité. Et ça, ces tendances-là, elles sont basées sur une comparaison entre le portrait global 2019 et 2014. Aussi, ce qu'on a fait, c'est qu'au niveau de chaque indicateur, dans le libellé, le sous-titre de l'indicateur, on mettait une information sur la tendance et on précisait, comme dans le cas ici, tendance stable entre les portraits globaux de 2014 et 2019. Donc, c'était une façon de voir rapidement la tendance et la comparaison entre les portraits. Maintenant, pour le volet détaillé, la représentation détaillée des tendances, comme je vous l'ai dit, on a poursuivi ce qu'on a fait en 2014 et on offre une représentation détaillée par indicateur. Donc, si vous allez à l'intérieur du corps de chaque indicateur, vous allez pouvoir retrouver des informations, soit textuelles, comme vous le voyez ici à l'écran, ou encore au niveau graphique, sur des tendances qui vont s'étaler sur des échelles de temps plus longues que les 5 années.
Alors, cette façon de faire-là, pour la représentation des tendances, ça répond aux recommandations qu'on a eues dans les rendez-vous passés. Mais on se demande, est-ce que c'est clair? À titre d'exemple, le terme tendance va être utilisé à la fois pour désigner une évolution temporelle entre les deux plus récents portraits, que pour désigner des tendances temporelles, des évolutions temporelles sur des échelles de temps qui pourraient s'écouler sur plusieurs dizaines d'années. Et ces échelles-là, il faut le dire, peuvent être différentes aussi d'un indicateur à l'autre. Donc, on se pose la question, qu'est-ce qu'il y en est? Que pensez-vous de cette situation-là? C'est la première question qu'on a pour vous. Maintenant, passons au deuxième défi, les indicateurs qui évoluent dans le temps. Il y a un adage qui dit « on n'arrête pas le changement ». Et justement, on fait face à toutes sortes de changements dans nos projets de suivi. Tout d'abord, des changements dans les manipulations sur le terrain, des changements dans les méthodes d'analyse au laboratoire ou même des changements dans la façon de calculer et de compiler les indicateurs. Et ça nous pose un certain défi pour le calcul des tendances, parce que le calcul des tendances 5 ans, quand on compare d'un portrait à l'autre, on veut que l'indicateur signifie la même chose. On ne veut pas comparer des pommes avec des oranges, par exemple. Alors, ça nous amène à un défi. On se pose un peu la question comment s'attaquer à ça. Et ce qu'on a choisi de faire dans le portrait global 2019, c'est tout d'abord, dans la partie introductive, on a la phrase que vous voyez ici où on parle de la tendance. On écrit ce qu'est la tendance. On dit que c'est la comparaison entre l'état de l'indicateur dans le portrait 2014 et son état dans le portrait 2019. Et il y a une note de bas de page où on va préciser les exceptions à cette comparaison. Elles seront expliquées dans la section de chaque indicateur concerné. Et quand on va dans la section de chaque indicateur concerné, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve, encore une fois, au niveau du sous-titre, il y a un libellé qui est différent de ce qu'on proposait tantôt. Tantôt, si vous vous rappelez, on parlait de tendance X entre le portrait 2014 et 2019, alors que dans les cas d'exception, le libellé va changer et il va être aussi associé à une note de bas de page où on va donner une précision sur ce qui change. Comme dans l'exemple ici, ce qu'on dit, on dit, écoutez, il y a eu des changements dans les mesures clés de cet indicateur entre les portraits 2014 et 2019. Alors, c'est la façon qu'on a choisi de s'y attaquer dans le portrait global 2019. Naturellement, cette façon de faire-là, ça a des implications. Tout d'abord, vous l'avez vu dans la présentation de ma collègue Nadine Kadri, il y a eu retrait de certains indicateurs des comparaisons globales 2014-2019. Donc, on a été obligé de retirer certains éléments. Et on se retrouve aussi avec l'apparition d'exceptions qui pourraient devenir de plus en plus nombreuses au fur et à mesure que le temps passe. Pardon. Donc, pour ce second défi-là, on se retourne vers vous et on vous pose la question, mais avez-vous des suggestions sur comment on pourrait relever ce défi des indicateurs qui changent dans le temps? Maintenant, passons au dernier défi, ce sont les indicateurs qui émergent. Dans le cadre du programme suivi de l'État de Saint-Laurent, on a plus d'une vingtaine d'indicateurs qui sont inscrits et qui sont toujours pour la programmation 2021-2026 du plan d'action Saint-Laurent. Et ces indicateurs-là, ils touchent de la composante eau, on a la qualité et la quantité d'eau, par exemple, on a des indicateurs en milieu marin, en milieu d'eau douce, on a une belle palette d'indicateurs. On a aussi des indicateurs qui touchent la composante des sédiments, des rives et plusieurs indicateurs qui touchent les ressources biologiques. Encore une fois, ici, on est en eau douce et en eau marine. Donc, d'indicateurs déjà, mais on veut faire le tour pour savoir est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait améliorer, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter à notre programme de suivi. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant d'intégrer un indicateur dans le programme de suivi, nous-mêmes, on a des éléments à considérer, on a des défis. Tout d'abord, il faut considérer la signification environnementale de l'indicateur qu'on ajoute à notre programme. Il faut plus particulièrement démontrer que l'indicateur est significatif pour rapporter sur l'état du Saint-Laurent et sur son évolution temporelle. Puis enfin, il y a toujours une question de temps aussi qui vient où il peut y avoir des indicateurs qui sont très pertinents à suivre, mais ça se peut qu'on ne soit pas encore tout à fait prêt, qu'il y a encore des efforts à déployer, notamment peut-être que les méthodes d'échantillonnage ne sont pas prêtes, qu'il y a encore du peaufinement à faire sur les méthodes d'analyse au laboratoire ou qu'il n'y a pas encore de critères de qualité qui sont déterminés pour ces indicateurs-là. Donc, on fait face à un certain nombre de défis. Et on espère que ces éléments-là vont vous aider dans votre réflexion. Et c'est à ce moment-là, justement, où on se tourne vers vous et on vous demande, est-ce qu'il y aurait des nouveaux indicateurs qu'on pourrait envisager? Lesquels sont-ils? Et aussi, est-ce qu'il y a des bonifications qu'on pourrait faire à ce qui est déjà existant comme indicateur? Et pour vous donner une piste de réflexion,
il y a déjà 2 éléments qui ont été menés à notre attention. Tout d'abord, les microplastiques. Il y a une présentation tantôt qui va porter sur le sujet. Puis, l'intégration des changements climatiques dans les indicateurs déjà existants. Alors, on vous laisse mijoter là-dessus et je vais vous expliquer comment on cherche à vous sonder. Tout d'abord, sachez que le groupe de travail suivi d'État du Saint-Laurent prévoit amorcer des travaux dans le cadre du plan d'action Saint-Laurent 2021-2026, dans le cadre desquels on veut se pencher sur quelques questions. Tout d'abord, on va se pencher sur les prochains portraits globaux. Ce qu'on se pose comme question, c'est sur quelle base doit-on continuer de construire et qu'est-ce qu'on peut améliorer? Puis, naturellement, on s'interroge toujours à savoir est-ce que les indicateurs couverts par le groupe de travail sont représentatifs, sont toujours représentatifs pour rapporter sur l'État du Saint-Laurent? Est-ce qu'il y aurait quelque chose à ajouter à ce que l'on fait? Pour nous faire part de vos suggestions, on vous invite à nous écrire vos commentaires, vos suggestions dans la section questions-réponses liées au présent webinaire ou si vous voulez prendre le temps d'y réfléchir, prenez en note l'adresse de la boîte courriel du plan d'action Saint-Laurent, psl@environnement.gouv.qc.ca. Veuillez préciser dans l'objet défi-rendez-vous Saint-Laurent, RVSL, et on va être très content de recevoir vos commentaires. Alors, ça termine la présentation de mon côté. Je vous remercie pour votre attention et je vous remercie d'avance pour vos suggestions et vos commentaires. Au plaisir. Alors, merci, Mme Anderson. Maintenant, on ouvre la première période de questions. Je vais lire la question, puis nommer la personne qui y répondra. Je vous rappelle de, s'il vous plaît, indiquer le nom de la conférencière à laquelle la question s'adresse. Il ne semble pas pour l'instant y avoir de questions. Bon, s'il n'y en a pas, pas de problème. On va tout simplement se rendre aux prochaines présentations. Si jamais, lors de la deuxième période de questions, vous avez des questions à poser aux 2 premières conférencières, il n'y aura pas de problème. On va finalement avoir le temps. Alors, on va passer maintenant à la section sur les enjeux. Alors, j'invite M. Michel Starr du ministère de Pêche et Océan Canada à nous présenter l'enjeu touchant l'acidification de l'estuaire et du golfe du Saint-Laurent. Alors, Michel, c'est à ton tour. Merci. C'est ça. Ma présentation va porter sur l'acidification de l'estuaire du golfe du Saint-Laurent comme un enjeu émergent. Attention au le plan de la présentation, je vais faire tout d'abord une mise en contexte de l'acidification des océans d'une façon générale et un peu plus globale, et pour arriver à faire un état de situation de l'acidification pour l'estuaire et le golfe du Saint-Laurent et parler un peu des facteurs contribuant à l'acidification du Saint-Laurent, incluant les apports fluviaux, et pour finir avec les messages clés à retenir. L'acidification des océans est une préoccupation assez émergente à l'échelle du globe. Vous avez le nombre d'articles scientifiques publiés traitant l'acidification des océans de 1990 à 2009. Et on peut voir qu'avant 2007, on ne parlait pas de l'acidification des océans. Et par la suite, il y a eu une explosion d'articles traitant du sujet. L'acidification des océans est associée à l'augmentation atmosphérique de CO2, qui est en pleine croissance, qui augmente de façon exponentielle. Et il faut savoir qu'annuellement, les océans absorbent
environ 30% du CO2 émis par nos activités humaines. C'est un service que les océans nous rendent parce que les concentrations atmosphériques seraient beaucoup plus élevées et le réchauffement beaucoup plus accentué qu'aujourd'hui si les océans n'existeraient pas. Mais il y a un certain prix à payer pour ce service. Quand le CO2 se dissout dans l'eau, il y a une formation d'ions d'hydrogène qui fait que les océans s'acidifient. Et cette acidification-là cause une certaine réaction en chaîne qui entraîne une réduction des carbonates de calcium dans l'eau, qui est nécessaire pour les organismes calcifiés, pour leurs coquilles ou leur structure. Exemple, les mollusques, les crustacés, les échinodermes, les castoriopodes, les coraux. Depuis, au cours du dernier siècle dernier, l'absorption du CO2 atmosphérique a diminué le pH des eaux de surface environ 0,1 unité à l'échelle du globe. Ça semble modeste, mais ça représente une augmentation de l'acidité de 30%. Et si l'augmentation de CO2 atmosphérique se poursuit au taux actuel, les niveaux atmosphériques de CO2 pourraient conduire à une réduction supplémentaire de 0,3 à 0,4 unités pour atteindre des concentrations d'un pH autour de 7,7 à la fin du siècle, soit une augmentation de l'acidité de 150 à 200%. Et ça serait des changements jamais vus depuis les derniers 25 millions d'années. Et ça préoccupe les scientifiques d'un changement aussi important, rapide et sans précédent sur les écosystèmes marins. Vous avez ici l'évolution du pH de 1950 à 2100, de toute façon en utilisant les modèles globaux. Et on peut s'apercevoir que l'acidification n'est pas hétérogène. Et on peut s'apercevoir que, par exemple, pour l'estuaire du Golfe, c'est dans une zone où c'est sensible à l'acidification des océans. Les eaux froides absorbent plus de CO2 et donc les eaux froides sont plus vulnérables. Les apports d'eau douce aussi contribuent à réduire l'alcalinité des eaux et ça réduit le pouvoir tampon des océans à minimiser l'acidification des océans. Autre chose aussi, c'est que dans les eaux côtières, telles que l'estuaire, le Golfe, les apports de matières organiques et fluviaux peuvent accentuer l'acidification en décomposant la décomposition de la matière organique via les bactéries produisent du CO2 qui peut accentuer, amplifier le problème de l'acidification des océans, particulièrement dans les eaux qui sont très peu exposées à l'atmosphère. Donc, ce n'est pas étonnant que l'estuaire du Saint-Laurent remarque une réduction rapide du CO2. Et on a décrit la situation avec Alfonso Mucci dans les années, en 2011, où on décrivait, particulièrement dans les eaux profondes de l'estuaire, une réduction très marquée de 1934 à 2010. Et on a passé de 7,9, 8 à 7,7. Et donc, c'est l'équivalent de qu'est-ce qu'on s'attend à la fin du siècle dans les eaux vertes. Depuis, on a implanté, Pêche Océan Canada a implanté un monitorage
de l'acidification dans l'estuaire, le golfe du Saint-Laurent. Vous avez ici l'évolution du pH à la station Rimouski, qui est dans l'estuaire maritime, dans les eaux de fond de 2006 à 2020. Et on voit que la tendance est claire, nette et précise et se continue. Au cours de cette période-là, depuis 2006, les eaux de fond de l'estuaire se sont acidifiées de 30% pour atteindre un record historique de 7,52. Ces données-là sont un indicateur utilisé dans le cadre du suivi et qui sera présenté par Peter Cambright le 27 janvier en après-midi. Et si on regarde, on met ces données, l'évolution du pH dans l'estuaire avec les données, compare avec les données historiques, on voit qu'il y a une amplification de la réduction du pH depuis 2006. Et le taux de vitesse, le taux de chute du pH dans les eaux de fond est 2 fois, 3 fois plus rapide que dans les eaux à même profondeur à l'extérieur du golfe du Saint-Laurent. Ici, vous avez, pour vous montrer qu'est-ce qui se passe aussi à l'extérieur, on peut voir, vous avez le pH dans les eaux de surface et les eaux de fond. Et on peut voir que dans l'estuaire, le golfe du Saint-Laurent, les concentrations les niveaux de pH sont beaucoup plus faibles qu'à l'extérieur, complètement à l'extérieur, et notamment pour l'estuaire maritime. Vous avez ici, si on regarde en détail, vous avez ici les profils de pH le long d'un gradient de ces doigts de cabot à l'estuaire, à la tête du chenal laurentien. Et on voit que les eaux qui rentrent dans le golfe s'acidifient graduellement lors de sa progression vers la tête du chenal laurentien. En parallèle avec les concentrations, l'augmentation des concentrations de CO2 dans les eaux profondes, causée par l'activité bactérienne de dégradation de la matière organique qui enrichit de plus en plus les eaux de CO2 et qui acidifie les eaux de fond. Et juste pour montrer ici que vous avez encore le même profil Cabot au chenal laurentien, et on peut voir que non seulement que les eaux hypoxiques de l'estuaire sont aussi acidifiées, très nettement acidifiées. Et une des conséquences de cette chute de pH, c'est une réduction des carbonates de calcium, entre autres l'aragonite. Et vous avez ici l'état de saturation de l'aragonite. On appelle ça l'oméga. En bas de 1, les eaux sont sous-saturées en aragonite et on dit que ces eaux deviennent corrosives pour les organismes parce que ça fait dissoudre les coquilles. Et on peut voir ici les conditions. Vous avez en rouge et violet les conditions sous-saturées qui peuvent être dommageables aux organismes calcifiés. Et on voit que pour une grande partie de l'estuaire de golfe, on devient beaucoup sous-saturé en aragonite. Et ça contraste avec ce qu'on observe complètement à l'extérieur du golfe du Saint-Laurent. Et là, je donne un exemple
un effet sur les organismes. Vous avez des larves de pétanque géants exposées à un pH normal et exposées à un pH acide. Et on peut voir des malformations et dissolution des coquilles et même des pertes lipidiques. Peter Cambright, là, dans sa présentation du 27, va nous indiquer un changement, une augmentation de la température des eaux de fond, qui indique des changements dans la circulation des masses d'eau. Les eaux se réchauffent et donc il n'y a plus les eaux qui rentrent dans les eaux de fond de l'estuaire sont composées des eaux du Labrador et des eaux du Gulf Stream qui se mélangent ici. Et au cours des dernières années, il y a eu la proportion des eaux du Gulf Stream augmente. Et ces eaux sont moins oxygénées et plus acides. Denis Gilbert avait déjà noté cette tendance et cette tendance expliquait une partie plus que 50% de la perte d'oxygène de l'estuaire du Saint-Laurent. On peut utiliser le même argument, sauf que quand on regarde le pH à l'extérieur, on voit beaucoup moins un gradient des deux masses d'eau. Et donc, le changement qu'on observe de pH pourrait être beaucoup plus à l'intérieur du golfe. Qu'est-ce qui pourrait contribuer à l'amplification de l'acidification du Saint-Laurent? Bon, l'eutrophisation, les apports principalement de nutriments, mais principalement d'azote, se retrouvent dus à l'agriculture, les fermes, les eaux usées, se retrouvent éventuellement à l'estuaire et peut former, intensifier les blooms, les floraisons phytoplanctoniques, donc une partie sédimente et se fait décomposer, ce qui réduit l'oxygène et augmente l'acidification. Et les apports aussi de matière organique qui peuvent se retrouver dans les eaux de fond de l'estuaire et du golfe. Christian Hudon a décrit une augmentation des apports de nitrate dans la rivière du Saint-Laurent. Dans plusieurs régions de la rivière. Une augmentation, tandis que les conditions de phosphore s'améliorent, sont plus réduites. Mais cette augmentation de nitrate pourrait contribuer à une certaine eutrophisation de l'estuaire du Saint-Laurent. Une autre indication, c'est les études paléo-océanographiques de Thibodeau et Hall qui suggèrent une augmentation de la sédimentation, depuis 1980. Pour mieux comprendre la situation avec les apports fluviaux et la contribution sur l'hypoxie, l'acidification de l'estuaire du Saint-Laurent, il y a eu une formation d'un réseau de recherche qui s'appelle SECO.net, supporté par Pêche Océan Canada et dirigé par Jean-Éric Tremblay et moi-même, qui implique plusieurs chercheurs de l'UQAR, McGill et de Pêche Océan Canada. Et ça impliquait beaucoup,
plusieurs étudiants ont été impliqués dans ce programme, dont Vincent Villeneuve, qui a étudié la distribution puis la transformation des nutriments entre Québec et Pointe-des-Monts. Il y a Joanny Cole et William Nesbitt qui ont travaillé dans les sédiments. Jacques Paradis, auteur au cœur, et Océane Régnier, qui ont fait des expériences d'enrichissement en mésocosse pour voir les effets sur la production primaire et les activités bactériennes. Il y a Madid Jultra de l'Université de McGill et Marianne Elegendra Cano-Montejo de l'UQAR aussi, qui utilisent des approches de modélisation pour mieux évaluer la contribution des apports fluviaux en nutriments et en matière organique à l'estuaire et leur contribution à l'hypoxie et à l'acidification. Il va soit que j'ai pas suffisamment de temps pour décrire l'ensemble des travaux et les résultats de ces travaux-là, mais je vous invite à participer à un colloque spécial dans le cadre de l'ACFAS, le prochain LACFAS au mois de mai, sur le titre « L'utilisation du Saint-Laurent fluvial et maritime, sources, manifestations, conséquences et actions », mené par Jean-Éric Tremblay et Jean-Éric Turcotte, Gwen Chailloux, Michel Gosselin et moi-même. Bon, quelques faits clés. Ici, vous avez les travaux de Villeneuve sous la direction de Jean-Éric Tremblay. Vous avez l'évolution spatio-temporelle des nitrates et des phosphates de Québec à Pointe-des-Monts. Et on peut voir particulièrement une chose qui est frappante, c'est les fortes concentrations qu'on voit à Québec, qui sort de Québec de nitrates et qui se propagent très loin dans le système pour atteindre l'estuaire maritime du Saint-Laurent. Ce n'est pas le cas pour les phosphates qui sont en partie réglementés où les concentrations sont beaucoup plus faibles, tandis que les nitrates, il n'y a aucune réglementation et donc il y a des fortes concentrations au niveau de Québec et il y a propagation. Mathilde Jultra, avec un modèle en boîte, évalue environ que 40% des nitrates qu'on retrouve dans l'estuaire maritime proviendraient des apports fluviaux et dont une partie qui sédimenterait. Qui pourrait expliquer un certain taux de sédimentation. Vous avez ici, nous avons au cours de Seco.net installé des trappes à sédiments dans les eaux profondes de l'estuaire du Saint-Laurent, dans les eaux hypoxiques et acidifiées, pour voir quel type de matière qui tombe dans ces eaux-là et qui pourrait être dégradée. Et là, vous avez l'évolution temporelle du carbone organique particulier qui sédimentait à 200 mètres. Et on peut voir que les taux de sédimentation, des pics de sédimentation qui pourraient être causés justement par la production primaire en surface qui contribuerait à la sédimentation du carbone dans les eaux profondes et pourrait contribuer
à l'hypoxie et à l'acidification. Cependant, qu'est-ce qu'on remarque aussi, c'est que avant que la saison de production du phytoplancton dans l'estuaire maritime, on voit une grosse sédimentation de matière organique, particulièrement lors de la plume d'eau douce qui semble contribuer beaucoup à la matière qu'on retrouve dans les eaux de fond. Et effectivement, on s'aperçoit que à Québec, des fortes concentrations de matière organique qui sortant du Golfe, de l'estuaire, de Québec, et particulièrement en TEP, qui sont des particules qui peuvent s'agglomérer et contribuer fortement à l'exportation vers les eaux de fond. Et ceci, ça coïncide avec les données des observations qu'on avait décrites avec Hudon et Hall, où on estimait que l'ajout de la matière, en plus des nitrates, l'ajout de la matière organique particulière pourrait contribuer beaucoup au transport, au bilan pour l'estuaire maritime. Bon, conclusion, l'acidification de l'estuaire et du golfe Saint-Laurent est un enjeu émergent dont les conséquences sur la santé de l'écosystème saint-Laurent pourraient être majeures. Notamment, ce nouveau stresseur s'ajoute à l'hypoxie des eaux profondes de l'estuaire du Saint-Laurent. Et une meilleure compréhension des divers facteurs amplifiant l'acidification de l'estuaire et le golfe, et notamment dans la contribution des apports fluviaux en nutriments et de matières organiques, est essentielle afin d'atténuer ces impacts sur le Saint-Laurent. Merci de votre attention. Alors, merci, M. Dussart. J'invite maintenant Cécilia Mêlé de Stratégie Saint-Laurent à nous présenter un autre enjeu du fleuve, soit les microplastiques. À ton tour, Cécilia. Oui, merci Alexandra. Bonjour à tous. Je m'appelle Cécilia Mêlé. Je vais vous parler du défi Saint-Laurent, qui est une initiative qui a été développée par Stratégie Saint-Laurent avec ses partenaires. Une initiative en lien avec les microplastiques. Comme l'a dit Caroline Anderson dans sa présentation, c'est un sujet à la mode, mais qui pourrait faire partie potentiellement des nouveaux indicateurs dans le portrait global du Saint-Laurent. Mais en tout cas, on en entend beaucoup parler ces temps-ci. Pour situer Stratégie Saint-Laurent, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le plus important réseau d'OBNL qui agit sur le Saint-Laurent. Plus important, il est composé de 13 organismes, donc Stratégie Saint-Laurent, puis 12 organismes des sièges en fait régionaux appelés comités de zones d'intervention prioritaire, ZIP, qui sont situés entre Cornouailles et les îles de la Madeleine, donc aussi bien en zone fluviale qu'en zone marine. Notre réseau est reconnu et actif dans le cadre du plan d'action Saint-Laurent depuis 1993, puis depuis 1993, le réseau a réalisé plus de 1000 initiatives et actions, que ce soit en matière de conservation, de protection, de mise en valeur du Saint-Laurent, et toutes des actions qui misent sur la concertation et non sur la pression. Je tiens à remercier Lynn Morissette de M Expertise Marine, qui a produit en grande partie ce PowerPoint pour une conférence qu'elle a donnée dans le cadre du défi Saint-Laurent. Avant de vous parler du défi Saint-Laurent, je vais vous faire un bref bilan de ce que nous savons actuellement au regard des avancées scientifiques sur les plastiques. Alors, qu'est-ce qu'on sait? Le plastique, c'est entre 45% et 95% des débris marins en fait, qui sont en plastique.
Donc, ça donne deux informations, c'est que la grande majorité des déchets dans la mer, c'est du plastique, et que également, on peut voir que la palette est très large, parce que c'est très difficile en fait à quantifier le plastique, parce qu'on voit il y a du plastique à la fois qui flotte sur l'eau et il y a du plastique qui coule, donc ça dépend de sa densité. Donc nous on peut voir que ce qui est en surface et c'est difficile d'extrapoler. Ensuite on peut voir que 80% des déchets plastiques qu'on trouve dans la mer viennent de la partie terrestre de notre planète. Donc, on peut voir que dans la liste qui est présente sur le PowerPoint, que le Canada n'est pas sans reste, comme le montre la liste qui est publiée chaque année par OceanWise et WWF Canada à partir des nettoyages réalisés par les citoyens. Donc, on peut voir que c'est la liste des déchets les plus ramassés en 2019 et on peut constater que c'est des déchets principalement en plastique, puis issus de notre quotidien. Qu'est-ce qu'on sait d'autre? Excusez-moi. Qu'est-ce qu'on sait d'autre aussi en matière de plastique? C'est qu'on produit énormément de plastique. Entre son invention en 1950, sa création, jusqu'à actuellement, donc en 70 ans, la production mondiale de plastique a été multipliée par 200. Ensuite, on peut voir que seulement une partie de ce plastique est recyclé, 9% du plastique mondialement est recyclé et la majeure partie, 79%, est dit rejeté dans la nature, mais on va dire enfoui dans les sites d'enfouissement. Et enfin, on sait aussi que si la production se maintient, en fait, il y aura d'ici 2050, la production il y aura 2 fois plus de tonnes de déchets plastiques à accumuler sur notre planète. Donc, on peut voir qu'il y a la fondation Ellen MacArthur qui a fait une petite analogie. On déverse dans la mer l'équivalent d'un camion à ordures chaque minute sur la planète. En plus que cette production mondiale ne cesse de s'accroître, on peut voir que le problème aussi, c'est que le plastique est très long à se décomposer, si on peut parler de décomposition, mais j'expliquerai ça plus tard. Souvent, on entend des chiffres, comme quoi le plastique aurait besoin de 500 ans, 1000 ans pour se décomposer. Mais en fait, c'est très difficile à quantifier. Ça dépend de sa taille, de sa masse et puis de l'environnement dans lequel il se trouve. Ce qu'on sait surtout, c'est qu'il est très long à se décomposer et que tout le plastique qui a été créé à date, donc depuis les années 1950, existe toujours d'une façon ou d'une autre dans l'environnement. Et finalement, il n'a pas disparu des océans. Donc, en plus que ce soit qu'il y ait une production qui ne cesse de se croître et puis que ce plastique ne disparaisse pas, ça a des impacts aussi sur la faune aquatique. Donc, vous avez sûrement dû voir à de nombreuses reprises ce genre d'image. Les impacts sur la faune, c'est des problèmes de dommages à l'écosystème, aux habitats de la faune. Donc ça, on peut voir que c'est plutôt dans l'image en bas à gauche. Ensuite, on peut voir aussi qu'il y a un problème d'empêtrement des mammifères marins dans les filets ou les débris de plastique. Donc, on appelle ça pêche fantôme, en fait. C'est-à-dire que c'est des systèmes de pêche qui ne sont plus reliés aux pêcheurs ou à des bateaux, mais ils continuent de pêcher, comme on peut voir sur la photo des mammifères marins. Ensuite, il y a aussi un problème d'ingestion du plastique par la faune qui vit dans les océans. Donc, soit à la fois des gros débris, comme on peut voir avec la tortue, ou on peut voir aussi l'estomac de l'oiseau qui est rempli de plastique, de gros morceaux de plastique. Mais aussi, il peut y avoir l'ingestion de petits morceaux de plastique qu'on va appeler des microplastiques. Donc, on entend de plus en plus parler de microplastiques. Qu'est-ce que c'est? Donc, on peut voir sur la photo, ce sont des microplastiques. Mais comment deviennent-ils en fait microplastiques? En fait, le plastique, il ne disparaît pas. Et même que c'était son argument de vente à sa création, c'est qu'il soit indestructible.
le plastique, en fait, il va se photodégrader. C'est-à-dire, mettons une bouteille en plastique d'eau, sous l'action du soleil, mais aussi de la marée, du vent, elle va en fait se sécher, se briser en plus petits morceaux. Et ce sont ces plus petits morceaux qui vont être appelés microplastiques et qui vont continuer à perdurer, à rester présents dans l'écosystème. Puis aussi, ils vont être beaucoup plus difficiles à ramasser. Outre les microplastiques qui sont issus de la dégradation de plus gros plastiques, il y a d'autres types de microplastiques, on va dire. Il y a les microplastiques qui sont issus du lavage aussi des vêtements en synthétique. Donc là, on va appeler ça plutôt des microfibres. Il y a aussi les plastiques issus des produits d'hygiène, les microbilles, puis aussi les microplastiques d'origine industrielle, les larmes de sirène. Donc c'est à peu près les grands types de microplastiques différents. Ensuite, qu'est-ce qu'on sait au niveau des microplastiques dans le Saint-Laurent? En fait, il y a eu, on peut voir que la pollution plastique est pas mal documentée dans les écosystèmes marins, mais elle commence tout juste à se documenter dans les milieux d'eau douce et plus au niveau des eaux de surface. Au niveau du Saint-Laurent, il y a eu une étude en 2014 menée par l'équipe d'Anthony Riccardi de l'université McGill qui a été menée plutôt sur les microplastiques au niveau des sédiments d'eau douce entre le lac Saint-François et la ville de Québec, à différentes localisations. Et puis, on peut voir que, en fin de compte, on n'est pas différent d'ailleurs, on n'est pas protégé de ce fléau. Et il a été retrouvé dans cette étude des microbilles de polyéthylène et aussi des particules de plastique de moins de 2 mm dans les sédiments. Il y a eu une étude plus récente au niveau du Saint-Laurent en 2017 qui a été faite dans l'été 2017. Et là, ça a été fait à la fois sur les sédiments au fond du fleuve, mais aussi sur l'eau de surface, sur différents sites en fait, entre l'île de Salaberry et Québec. Et pour voir, cette étude, elle était à la fois sur les microbilles, les microplastiques, puis les microfibres. Puis finalement, la conclusion, entre autres, mais ça a été écrit vraiment par les auteurs, c'est que ce résultat, bien sûr, ils ont trouvé des microfibres, des microbilles et des microplastiques, puis qu'en fait, ce résultat place le Saint-Laurent parmi les pires cours d'eau analysés à ce jour dans le top 25. C'est vraiment écrit ça par les auteurs. Outre les études de présence, absence de microplastiques au niveau du Saint-Laurent, il existe aussi dans le monde des études qui sont plus sur les microplastiques et organismes. Donc, mettons là, par exemple, il y a une étude qui va quantifier l'ingestion de plastique dans les organismes marins. Donc, on peut voir sur les images à droite, voilà. Donc, ce sont en fait tout ce qui est en vert fluo, ce sont les petites particules de plastique qui ressortent en vert fluo et qui ont été ingérées par différents organismes. Donc, il y a des larves de crabes ou de homards, des moules, des copépodes qui sont mangés par des mammifères marins, etc. Donc, par cette étude, on sait que ces organismes ingèrent les microplastiques et puis les stockent. Après, il y a d'autres études aussi qui sont faites pour voir comment ces animaux-là vont ingérer le plastique et puis comment ça va se diffuser tout le long de la chaîne alimentaire. Parce qu'on peut voir, comme je vous le disais, que les copépodes, on a vu que les copépodes stockés, des micro-organismes, ils sont mangés par, mettons, des mammifères marins. Et par le concept de la chaîne alimentaire, finalement, les microplastiques vont se retrouver jusque dans nos assiettes, puis dans notre organisme. Donc, par cette introduction, en fait, c'était pour vous montrer vraiment l'impact majeur du plastique. On en produit beaucoup, il ne disparaît pas, et puis ça a un impact vraiment majeur sur la faune aquatique, mais sur nous également. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, citoyens, nous, entreprises, etc. C'est un peu la question qu'on s'est posée au défi Saint-Laurent. Donc, il existe différentes initiatives positives en lien plutôt pour, on va dire,
essayer de récupérer, de ramasser les macroplastiques avant qu'ils se désagrègent en plus petits, que ce soit plus difficile à ramasser. Donc, c'est souvent fait à travers les nettoyages comme Mission Santone, le World Clean Day, etc. Nous, avec le défi Saint-Laurent, qui est développé par Stratégie Saint-Laurent avec Polymère et avec M-Expertise Marine, on a voulu s'attacher aussi à ce qui se faisait, essayer de sensibiliser et de mobiliser un peu plus en amont, c'est-à-dire essayer de réduire la consommation de plastique avant qu'ils partent en fait dans les océans ou dans le Saint-Laurent. Donc, on peut voir qu'en fait, les scientifiques vont produire des données issues d'études qui réalisent sur les microplastiques, et puis ça, nous, Stratégie Saint-Laurent et nos partenaires vont en fait céder ces données et apporter un volet complémentaire en sensibilisant les gens, en vulgarisant ces données, puis en les mobilisant aussi. Donc, en fin de compte, on va chercher à mobiliser, on va voir par le défi Saint-Laurent, à sensibiliser et mobiliser à la fois les citoyens, les écoles, les municipalités, puis les entreprises récréotouristiques en lien avec le Saint-Laurent. Alors, comment on va chercher à les sensibiliser? On a fait une fiche informative, finalement, qui est à peu près comme tout ce que je vous ai dit en introduction sur les impacts, sur les études, etc. On va chercher à informer en une feuille recto verso ces différents publics. Ensuite, on a également fait pour les citoyens, mais ça peut être utilisé pour les écoles aussi, un quiz, donc une douzaine de questions pour tester les connaissances des gens sur les plastiques et les microplastiques. Puis dans les réponses, en fait, les réponses sont assez développées pour permettre d'informer aussi, de donner des infos aux citoyens sur ça. Ensuite, au niveau des écoles, on a fait une trousse pédagogique qu'on appelle, en fait, une trousse pédagogique qui va répondre aux critères vraiment d'enseignement du ministère de l'Éducation et qui sera utilisée par les enseignants plutôt de secondaire, deuxième cycle, mais de façon vraiment autonome avec sa classe. Eux aussi peuvent utiliser les quiz. Et enfin, on propose également des conférences. Mettons, pour tout ce qui est tourisme, on peut proposer des conférences. On va proposer plutôt aux têtes de réseau. Donc, par exemple, à Nautisme Québec, qui est la tête de réseau de toutes les marinas, lors d'un événement qu'ils réalisent, de leur excusez-moi, de leur AGA, ou lors d'un congrès qu'ils font, on va chercher à faire une conférence, comme je fais en même là, sur les microplastiques pour les sensibiliser. Puis aussi, on va voir pour chercher à les mobiliser, parce que c'est le deuxième volet du défi Saint-Laurent. Donc, on cherche à mobiliser, comme je viens de le dire, les entreprises récréotouristiques, puis les municipalités aussi, par un programme de reconnaissance morale. Donc, c'est un peu comme un programme de certification, mais on appelle ça plutôt programme de reconnaissance morale. En fait, c'est un programme avec 5 niveaux d'engagement. Plus on augmente de niveau, plus on va dire, parce que chaque niveau correspond des actions de mobilisation, de réduction du plastique, et plus on va augmenter le niveau, plus les gestes vont être plus exigeants, on va dire plus mobilisateurs. Donc ça, c'est plutôt pour les municipalités au bord du fleuve, les entreprises récréotouristiques en lien avec le Saint-Laurent. Mais ensuite, on va chercher à mobiliser aussi les citoyens. On a fait un passeport en ligne d'engagement moral où là, les citoyens, en fait, on leur propose des actions à faire pour réduire leur consommation de plastique. Et puis, ils peuvent eux-mêmes, ils s'engagent à faire ces actions ou en poser des nouvelles. Et puis, bien évidemment, ils peuvent se mobiliser à travers des nettoyages en participant à des nettoyages soit de nos partenaires tels que Mission Santone ou WWF Canada, ou soit de nettoyages organisés par nos antennes régionales, les comités ZIP. Donc, c'est une façon de se mobiliser. Il y a une autre façon de se mobiliser aussi, c'est le nettoyage. Donc, en fait, ce volet nettoyage est également associé au projet Polymère Community, qui est un projet de science citoyenne.
Donc, il ne s'agit pas de sciences pures, brutes. On ne va pas se substituer aux projets scientifiques existants, mais on va être plutôt avoir un volet complémentaire aux études plus scientifiques, on va dire. Donc, dans le cadre du défi Saint-Laurent, en fait, on va échantillonner de l'eau de surface pour récupérer des microplastiques dans l'eau douce, dans la zone d'eau douce entre Cornwall et Québec. On va échantillonner ces plastiques avec l'échantillonneur, comme on peut voir sur la photo, l'échantillonneur qui a été développé par Polymère, qui est notre partenaire. Et afin de détecter à minima la présence ou l'absence de microplastiques, voir aussi la typologie. Donc là, comme j'ai dit tout à l'heure, microfibres, microbilles, microfragments, etc. On va peut-être aller au-delà avec même le type de plastique. Et on va essayer de faire ces échantillonnages en présence de citoyens lors d'événements organisés par les comités ZIP. Donc, s'ils font des nettoyages, on va essayer d'être présent pour faire cet échantillonnage pour qu'eux-mêmes soient présents. Puis, on arrivera plus facilement à les mobiliser, à les impliquer s'ils constatent dans le filet la présence de microplastiques, déjà de plastique à l'œil nu. À terme, pour information, la démarche de Polymère sera vraiment de la science citoyenne dans le sens que ça peut être amené, ces échantillonnages, à être faits par une association d'usagers ou même par des citoyens. Donc, je tiens à remercier nos partenaires, Polymère, M Expertise Marine, et puis notre bailleur de fonds. Donc, ce projet a été rendu possible grâce à une contribution du programme Interaction communautaire lié au plan d'action Saint-Laurent 2011-2026, puis mise en œuvre par les gouvernements du Canada et du Québec. Je vous laisse mon adresse courriel. Si vous voulez avoir un peu plus d'informations sur le défi Saint-Laurent, où je vous envoie les liens aussi des différents outils qu'on a développés, mais vous pouvez également aller voir sur notre page de Stratégie Saint-Laurent, la section Défi Saint-Laurent, et sur le Facebook du Défi Saint-Laurent, notre Facebook, vous verrez, on met en lien des articles sur les microplastiques, puis tous les nouveaux partenaires, les engagements avec les bons coups qu'ils font, on les partage. En tout cas, merci pour votre attention. Merci. Alors, merci, Madame Mélé. Maintenant, on va ouvrir la deuxième période de questions, qui en fait va être la période de questions. Je vais lire la question, puis je vais nommer la personne qui va y répondre. Alors, nous avons une question concernant COVID-19. Est-ce qu'on doit le prendre en compte? Et pour cela, j'aimerais demander à Caroline Anderson de répondre à cette question. C'est sûr que la COVID-19, en fait, doit-on la prendre en compte? On n'a pas eu le choix de la prendre en compte. Donc, je présume que la question, c'est en lien avec l'effet de la COVID sur notre programme de suivi puis les différents suivis. Alors, c'est sûr qu'en 2020, la COVID a eu des impacts. Il y a certaines activités de suivi qui ont dû être interrompues en tout ou en partie, puis il y en a d'autres qui ont pu poursuivre bon train. Alors, oui, la COVID a un impact sur le suivi qu'on fait, les différents suivis qu'on fait. Puis, en 2021, c'est sûr que personne n'a de boule de cristal non plus. Fait qu'on ne sait pas encore jusqu'à quel point ça va impacter les activités. Mais oui, pour répondre à votre question, doit-on incorporer la COVID dans ce qui se passe? On n'a pas eu le choix. Merci, Madame Anderson. La question suivante, en fait, c'est un amalgame de plusieurs questions où les gens ont demandé comment faire pour nous envoyer des suggestions sur le programme et comment obtenir les présentations, les PowerPoint que vous voyez à l'écran. N'hésitez pas à nous contacter directement. Si vous allez sur le site web du Plan d'action Saint-Laurent, vous allez trouver comment nous contacter. Je peux vous donner l'adresse maintenant. C'est PSL,
environnement.gouv.gc.ca. Mais si vous allez sur le site web là, où vous avez trouvé l'agenda, vous allez trouver comment nous contacter. Une autre question. Elle s'adresse soit à Mme Kadri ou à Mme Anderson. Appréhendez-vous un moment où l'on devra abandonner certains paramètres de qualité de l'eau pour mettre l'emphase sur des nouveaux enjeux dus à une limitation des ressources techniques et ou humaines? Alors, j'enverrai la question à Mme Anderson. Oui, donc je pense que la question fait quand même une certaine suite logique avec la question précédente sur la COVID, qui est qu'on n'a pas de boule de cristal, donc on ne sait pas toujours ce qui peut arriver avec les suivis. L'objectif du programme de suivi, c'est d'avoir des suivis qui vont être le plus périn possible, on le souhaite. Mais c'est difficile de répondre à votre question parce que on ne le sait pas, on n'est pas à l'abri d'événements comme la COVID, par exemple, qui viennent chambouler nos différents projets. Alors, je vous dirais, je peux pas vous répondre oui ou non. Je vous dirais que l'idéal, c'est de pérenniser ces suivis-là qu'on suit présentement, mais c'est possible qu'on se rende compte aussi avec l'évolution de la science qu'il y a des indicateurs plus pertinents que d'autres dans le temps. Bref, je vous dirais, ça va dépendre de ce qui va nous tomber dessus pour la suite. Ça va dépendre aussi de l'évolution de la science, puis du jugement du groupe d'experts au sein du comité sur la pertinence des indicateurs. Merci, Mme Anderson. La prochaine question est pour Mme Kadri. Est-ce que chaque critère d'évaluation de la qualité du fleuve Saint-Laurent devrait avoir les mêmes poids quand on évalue l'état général de celui-ci? Oui, merci pour cette question très pertinente. En fait, oui, tout à fait, ils ont tous le même poids et cela pour deux raisons. La première, c'est que le choix même de l'indicateur n'a pas été fait de façon anodine. C'est-à-dire le programme, le plan d'action Saint-Laurent et le programme de suivi de la qualité de l'eau ont bien choisi ces indicateurs parce qu'ils savent qu'ils reflètent fidèlement la qualité du Saint-Laurent et ils sont des maillons très importants dans la chaîne de cette qualité. Et donc, ils présentent le même poids. La deuxième raison, c'est que tant qu'on n'a pas fait des essais de corrélation entre les indicateurs, on ne peut pas dire lequel a plus de poids que l'autre. Donc, pour le moment, oui, tous les indicateurs ont le même poids pour statuer sur l'état du Saint-Laurent. Merci, Mme Kadri. La prochaine question est pour M. Starr. Qu'est-ce qui explique la différence observée au niveau du pH, acidité, entre les eaux de surface et les eaux profondes? Oui, pour les eaux profondes, ces eaux-là sont isolées de l'atmosphère et peuvent accumuler du CO2 continuellement. Et donc, ces eaux-là s'acidifient beaucoup plus vite. En surface, ça dépend des échanges air-mer. Et la production primaire, c'est très variable au cours de l'année. Parce que la production primaire joue beaucoup sur la concentration de CO2, absorbe le CO2 et donc augmente le pH et il y a des périodes où c'est le contraire, où l'activité bactérienne joue d'une façon plus importante. J'espère que j'ai répondu à votre question. Merci, M. Starr. La prochaine question est pour Mme Kadri. Ça en est une longue. Ah non, c'est parce que c'est une double question. Alors, la première partie de la question est pour Mme Kadri. Comment fixe-t-on
comment fixe-t-on les seuils d'amélioration? Les améliorations sont-elles par rapport aux années précédentes? Voilà. Merci. Voilà, donc cela dépend de l'indicateur concerné. Il n'y a pas une méthode commune à tous les indicateurs. Chaque indicateur a sa façon de déterminer les seuils d'amélioration ou de détérioration ou bien l'état stable. Et donc, si par exemple, je prends l'indicateur contamination de l'eau par les toxines, donc l'état est déterminé par rapport au niveau de dépassement d'un seuil de concentration affectant la vie aquatique. Donc, ce seuil est déterminé suite à des expérimentations scientifiques au laboratoire et il est défini. Donc, si les concentrations le dépassent, là, on est dans un état qui commence à se détériorer. Si les concentrations sont en dessous, on est dans un bon état. Et l'état intermédiaire aussi est reflété par cette concentration. Je donne un autre exemple, l'occupation des sols, par exemple, on détermine ça par rapport à un intervalle de temps très important. On compare avec l'état, par exemple, en 1975, où les terres agricoles, la superficie des terres agricoles par rapport à la superficie des forêts. Et donc, ça peut déterminer ces seuils. Donc, comme je vous l'ai expliqué, chaque indicateur a sa propre façon de déterminer ces seuils d'amélioration. Et vous pouvez poser les questions à nos collègues qui vont parler chacun de son indicateur. J'espère que j'ai répondu à la question. Merci, Madame Kadri. La prochaine question est pour M. Starr. Attachez-vous. Il y a au moins 4 sous-questions. Je vais toutes les lire et M. Starr décidera s'il veut que je répète certaines parties ou s'il est capable de se rappeler de chaque question. Alors, à partir de quel seuil les océans peuvent perdre leur pouvoir tampon? Est-ce qu'on s'approche de ce seuil? D'autres questions? Une variation dans les espèces est-elle à prévoir avec des conditions plus acides et plus chaudes? Par exemple, pour les espèces liées aux pêcheries canadiennes. Et si oui, sur quelle échelle de temps? Court, moyen ou long terme? Troisième, pour le Saint-Laurent, est-ce que légiférer les apports en nutriments pourrait réduire la dégradation du milieu ou est-ce que l'augmentation du gaz carbonique atmosphérique est tellement importante qu'une mesure locale n'aurait pas d'impact? Alors, je répète la première, M. Starr. À partir de quel seuil les océans peuvent perdre leur pouvoir tampon et est-ce qu'on s'approche de ce seuil? Le pouvoir tampon, il n'y a pas vraiment de seuil critique. Quand on parle de pouvoir tampon, c'est en association avec l'alcalinité des eaux qui sont en relation avec les eaux douces, les apports d'eau douce. Plus qu'il y a d'apports d'eau douce, moins l'alcalinité est grande et les eaux deviennent de moins en moins capables d'absorber l'acidification. Donc, ça acidifie de plus en plus vite. C'est plus facile par exemple, c'est plus facile de acidifier de l'eau douce que de l'eau marine. Donc, plus d'eau douce, moins de pouvoir tampon. En ce qui concerne les espèces face à l'acidification, là, c'est un peu une question très difficile. Parce qu'on commence, c'est assez récent, on commence à faire des expériences en mésocosse et tout, un peu partout à travers le monde, pour voir justement qu'est-ce qui pourrait être causé là, par l'acidification.
Et qu'est-ce qu'on voit jusqu'à présent avec ces expériences qu'on joue avec les concentrations de pH et tout? Qu'est-ce qu'on s'aperçoit, c'est que c'est très variable entre des organismes. Ça peut être très variable entre des organismes et même à l'intérieur d'une espèce, les effets de l'acidification. Il y a des espèces plus sensibles que d'autres. Et qu'est-ce qui se dégage vraiment, c'est que les premiers stades sont beaucoup plus sensibles à l'acidification que les plus gros organismes. Donc, pour l'instant, prévoir qu'est-ce qui va se passer dans le Saint-Laurent, l'estuaire du Saint-Laurent, avec l'augmentation de l'acidification, c'est très difficile à dire pour l'instant. Je prévois qu'il va y avoir des gagnants puis il va y avoir des perdants. Et pour l'instant, c'est la réponse que je peux donner sur ça. C'est sûr que les concentrations, les niveaux de pH et les sous-saturations en aragonite, on devrait avoir déjà des impacts selon qu'est-ce qu'on voit avec les expériences, les études expérimentales. Bon, après ça, la question sur quelle échelle de temps, là, j'ai un peu répondu en disant probablement il y a déjà probablement des effets qu'on n'a pas encore détectés, parce que c'est encore très nouveau. Est-ce que légiférer apports de nutriments pourrait réduire la dégradation du milieu ou l'augmentation de CO2 atmosphérique est trop importante et une mesure locale n'aurait pas d'impact? Là, c'est une très bonne question. C'était justement l'objectif de SECO.net, c'est de voir à quel point les apports, particulièrement de nitrates, parce que là, les nitrates ne sont pas légiférés, à quel point ça contribue à l'hypoxie et à l'acidification. Et là, c'est pour mieux comprendre la situation. Là, on est en train de faire des études de modélisation pour voir à quel point que les apports fluviaux influencent l'hypoxie et l'acidification. Et voilà, j'espère que j'ai tout répondu à toutes les questions. Merci, M. Starr. La prochaine question est pour Mme Mélé. Existe-t-il une méthode standard de prélèvement, matériel standard, manipulation, ainsi qu'une méthode pour l'analyse des microplastiques? C'est une très bonne question. Le MELCC, notamment au Centre d'expertise en analyse environnementale, s'est doté récemment d'un spectro-infrarouge, puis ils sont en cours, en tout cas, d'élaboration d'une méthode standardisée pour analyser les microplastiques. J'espère que ça répond à la question. Merci. On a une autre question encore pour vous. Est-ce que Stratégie Saint-Laurent a un programme pour aider les scientifiques à utiliser moins de plastique dans leur mission d'échantillonnage et en laboratoire? Et une deuxième question, y a-t-il un volet pour mobiliser les industries à réduire leur production de plastique? C'est des très bonnes idées. Comme je disais, on a développé un volet plutôt entreprise récréo-touristique en lien avec le Saint-Laurent via un programme de reconnaissance à 5 niveaux.
mais on aimerait développer dans nos prochaines demandes de subventions, développer d'autres, étendre le défi Saint-Laurent via d'autres publics. Et les industries étaient notamment une des idées, mais c'est une très bonne idée aussi par rapport à la science, essayer de réduire les plastiques dans les laboratoires, etc. On garde cette idée, ça pourra faire l'objet d'une demande de subvention. Mais on aimerait en tout cas développer à plus long terme cette initiative. Merci. La prochaine question est pour M. Starr. Est-ce qu'il y a une volonté de réglementer les apports de nitrates et de matières organiques d'origine terrestre dans le Saint-Laurent afin de ralentir les tendances à l'eutrophisation, l'anoxie et l'acidification? Disons que ça se parle de vouloir contrôler, réglementer plus les nitrates. On a passé d'un système qui, en excès de phosphate, à un système qui est présentement en surplus de nitrates. Et c'est ça, et une certaine volonté et tout. C'est entre autres, c'était un peu l'objectif de Seco.net d'arriver avec peut-être des arguments plus solides scientifiquement pour démontrer un lien et à quel point qu'on améliore la situation en réglementant l'azote et le phosphate. Et en considérant le problème avec l'eutrophisation, c'est il faut garder qu'est-ce qu'on voit un peu partout à travers le monde, c'est qu'il faut contrôler non seulement chacun des éléments, mais les ratios dans les éléments pour éviter les impacts sur les écosystèmes. Voilà ma réponse. Et j'espère qu'elle est satisfaisante. Encore une autre question pour vous, M. Starr. Est-ce que l'acidification des eaux a des impacts sur les différentes embarcations circulant sur le fleuve? Et si oui, sont-ils mesurés? Oui, quand on dit acidification des océans, on est encore dans... On n'est pas très acide. Et je ne crois pas que ces niveaux-là peuvent affecter des structures comme l'acier. Merci. Merci. La prochaine question est pour Mme Anderson. En 2019, le débit du fleuve Saint-Laurent a été exceptionnellement élevé. Pensez-vous que certains indicateurs ont pu être affectés? En fait, c'est une très bonne question. Puis la réponse, c'est oui, définitivement. Il y a des indicateurs qui peuvent être affectés par la hausse des niveaux du fleuve. On peut parler de crues importantes. Je ne pourrais pas vous répondre pour l'ensemble des indicateurs du programme, mais travaillant moi-même sur le fleuve au niveau des paramètres conventionnels, on parle, bon, les matières en suspension, azote, phosphore, des trucs de ce genre-là. Oui, les crues importantes, ça peut causer de l'érosion, ça peut amener plus de matière en suspension dans les eaux, ça peut amener des nutriments aussi des bassins versants si on pense aux causes des crues majeures dans le Saint-Laurent, donc le ruissellement de surface, ça peut avoir des impacts. Et quand on change la physico-chimie des eaux du fleuve, c'est sûr que ça va avoir des impacts également sur les indicateurs biologiques. On passe à la faune et la flore, mais ça, c'est hors de mes connaissances à moi. Mais oui,
ça a définitivement des impacts. Puis peut-être que nos collègues ici, là, je pense à M. Starr peut-être, qui pourrait donner une idée. J'imagine que les charges qui se retrouvent à l'estuaire aussi vont en être affectées. Je passe la POC. Est-ce que M. Starr peut répondre à Mme Anderson? Oui. Effectivement, les charges de nutriments seraient influencées, là. Est-ce que j'ai répondu? Merci. La prochaine question est pour Mme Mélé. Est-ce que le plastique peut être un moyen de transport d'espèces envahissantes? Ça n'a pas été encore déterminé. C'est surtout qu'il y a beaucoup d'études actuellement qui sont en cours pour savoir si les microplastiques sont des vecteurs de transport de produits chimiques. Donc, espèces envahissantes, je ne sais pas s'il y a des études en cours, mais c'est beaucoup de polluants chimiques parce qu'on suspecte que ça a la capacité d'absorber les polluants chimiques. Voilà. Une autre question pour Mme Mélé. On veut cibler les réductions de flux d'azote total dans les Grands Lacs et le Saint-Laurent avec le plan d'action 2020-2030, Grand Lac Saint-Laurent et l'initiative Assainissement 2.0. Avez-vous regardé les effets des additifs présents dans les microplastiques? Faut savoir que nous, on n'est pas des scientifiques, donc on regarde, on fait de la science citoyenne plutôt, donc on va échantillonner, puis après on va faire regarder plutôt la présence-absence de microplastiques, puis la typologie. Excusez-moi, vous pouvez juste répéter la question, du coup, la fin pour les polluants chimiques, c'est ça? Je sais pas parce que je me rappelle plus de la question. En fait, je pense que c'était, si je me rappelle la question, non, on n'a pas étudié ce qui était lié souvent avec les microplastiques. En fait, souvent les microplastiques, ils ont par exemple une couche de peinture qui peut contenir des produits chimiques, des choses comme ça. Donc non, on n'a pas étudié ça, mais je pense que ça fait partie des études en cours, comme je le disais tout à l'heure, ça fait partie des études en cours. Mais non, on ne l'a pas fait actuellement. Parfait, merci. Une question pour M. Starr. Pensez-vous que les grands déversements de rejets municipaux de Montréal et Québec, en association à l'entretien des systèmes, ont pu avoir un effet sur l'acidification du Saint-Laurent? Là, c'est ça, on parle c'est ça, pour l'entretien des systèmes, là, les décharges qu'on fait d'une façon ponctuelle. Disons que j'ai rien vu d'anormal dans les suivis, par exemple par rapport à ce qui s'est passé à Montréal. Le problème de l'azote et tout, c'est avec Christian Hudon, on avait fait un bilan d'éléments nutritifs et on avait examiné les déversements urbains et les sources
d'agriculture, provenant de l'agriculture et tout. Et on arrivait à la conclusion que le problème est beaucoup associé à l'agriculture. Plutôt que les rejets urbains. Quoique, il y a aussi... Oui, c'est ça. Voilà. Madame Anderson aimerait ajouter quelque chose. Vas-y, Caroline. Oui, bien, je voulais ajouter sur les déversements de Montréal et Québec. En fait, au niveau de Montréal, les eaux usées de Montréal sont de façon régulière, là, elles sont non désinfectées présentement. Donc, il y a quand même beaucoup de coliformes fécaux qui se retrouvent dans le fleuve. Nous, on les mesure, puis je me donne à faire une présentation mercredi dans le cadre du rendez-vous Saint-Laurent sur ce sujet-là. Pour ce qui est du phosphore et de l'azote dans les eaux de Montréal, c'est pas tant élevé que ça. C'est vraiment au niveau des coliformes fécaux, au niveau bactériologique, qu'il y a un gros problème. Donc, c'est un petit complément d'information que je souhaitais ajouter. Merci. Merci, Madame Anderson. Ça semble être la fin des questions. Alors, je remercie à nouveau les conférenciers, Madame Kadri, Madame Anderson, Monsieur Starr et Madame Mêlé. Et je remercie aussi tous ceux qui ont assisté. Et je vous rappelle que le rendez-vous se poursuit toute la semaine avec des présentations tous les jours de 14h à 16h, ainsi qu'un bloc supplémentaire vendredi matin de 9h30 à 11h30. Notez que les présentations données toute la semaine seront rendues disponibles sur la chaîne YouTube du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques et qu'elles seront aussi accessibles via le site Internet du Plan d'action Saint-Laurent. Alors, bonne fin d'après-midi à tous. On vous revient demain à 14h. Au plaisir et au revoir.